Et deuxième partie sur la neuroscience et comportement. Donc nous en sommes au cerveau, le cerveau. Dans cette décennie du cerveau, l'organe le plus surprenant de l'univers connu est étudié et cartographié par une nouvelle génération d'explorateurs. Dans les structures profondes du cerveau, les réseaux neuronaux assurent les fonctions de base de l'existence et permettent la mémoire, les émotions et les comportements fondamentaux. Au niveau des structures supérieures du cerveau, les réseaux neuronaux contenus dans les hémisphères cérébraux constituent des ensembles fonctionnels spécialisés qui nous permettent de percevoir, de penser et de parler. Dans un récipient, situé sur un présentoir du département de psychologie de la Cornell University, se trouve le cerveau parfaitement conservé d'Edward Bradford Titchener, un maître de la psychologie expérimentale du début de ce siècle. Partisan de l'étude de la conscience, imaginez-vous, en fixant cette masse de tissu grise et plissée, Titchener est-il encore là d'une façon quelconque ? Vous pourriez répondre qu'en l'absence du crépitement vivant de l'activité électrochimique, il n'y a rien de Titchener dans son cerveau préservé. Considérez alors une expérience à laquelle Titchener lui-même aurait pu rêver un jour. Imaginez que quelques instants avant sa mort, quelqu'un ait enlevé le cerveau du corps de Titchener et l'ait gardé vivant en le perfusant avec du sang enrichi tandis qu'il flottait dans un réservoir de liquide céphalorachidien. Titchener serait-il maintenant encore là ? Imaginez encore, pour pousser l'imagination jusqu'à ses limites, que quelqu'un ait transplanté le cerveau encore vivant dans le corps d'une personne au cerveau gravement endommagé. Dans quelle maison serait retourné le malade après son rétablissement ? Le fait de pouvoir imaginer de telles questions démontre combien nous sommes persuadés de vivre dans nos têtes. Et pour de bonnes raisons. Comme l'a dit Woody Allen, il n'y a pas de H, le cerveau est un organe très important. Le cerveau permet de penser, voir, entendre, se souvenir, réfléchir, ressentir, parler, rêver. En effet, dit le neurobiologiste, la pensée est produite par le cerveau. Mais où précisément et comment les fonctions de la pensée sont-elles reliées au cerveau ? Regardons d'abord comment les scientifiques explorent ces problèmes. Les outils de la découverte. Il est très excitant de constater à quelle vitesse et jusqu'à quel niveau les neurosciences ont progressé en une génération. Durant des siècles, le cerveau humain était largement hors d'atteinte pour la science. Les neurones étaient trop petits pour être étudiés à l'œil nu et leurs impulsions trop faibles pour être captées avec des électrodes ordinaires. Nous étions capables de sentir des bosses sur le crâne, de disséquer et d'analyser des cerveaux sans vie et d'observer les effets de maladies ou de traumatismes particuliers. Mais il n'existait aucun instrument assez puissant et pourtant assez délicat pour explorer le cerveau vivant. Cela a maintenant changé. Que ce soit dans l'intérêt de la science ou de la médecine, nous pouvons détruire sélectivement de petits amas de cellules cérébrales normales ou déficientes, en laissant intactes leurs voisines. Nous pouvons tester le cerveau grâce à de faibles décharges électriques. Nous pouvons étudier les messages de neurones individuels et l'action combinée de milliards de cellules. Nous pouvons voir des images en couleur et la consommation d'énergie dans le cerveau. Ces nouvelles techniques et instruments ont rendu possible une révolution des neurosciences. Les observations cliniques. La méthode la plus ancienne pour étudier la connexion entre le cerveau et la pensée est d'observer les effets des maladies ou de traumatismes du cerveau. De telles observations ont été réalisées il y a près de 5000 ans. Mais ce n'est que depuis 200 ans que les médecins ont commencé à enregistrer de façon systématique les résultats de blessures ou de lésions touchant certaines zones du cerveau. Certains notèrent qu'une atteinte d'un côté du cerveau provoque souvent une paralysie ou une déficience du côté opposé du corps, suggérant que le côté droit du corps est relié au côté gauche du cerveau, et vice-versa. D'autres ont constaté qu'une atteinte de la partie postérieure du cerveau abolit la vision et qu'une blessure de la partie antérieure gauche du cerveau entraîne des difficultés de langage. Peu à peu, le cerveau a ainsi été cartographié. Aujourd'hui, les chercheurs de l'université de l'Iowa ont rassemblé les résultats obtenus chez environ 1500 patients ayant subi une atteinte cérébrale, ce qui constitue le registre de dommages cérébraux le plus important jamais établi. Manipuler le cerveau.
Les scientifiques n'ont pas besoin d'attendre que surviennent des atteintes cérébrales. Ils peuvent aussi stimuler différentes parties du cerveau par des moyens électriques, magnétiques ou chimiques, et noter les effets produits. Ils peuvent aussi léser, c'est-à-dire détruire, les tissus dans une zone bien précise chez un animal. Par exemple, une lésion détruisant chez le rat une région appelée l'hypothalamus supprime l'appétit, réduisant l'animal à mourir de faim si on ne le nourrit pas de force. Inversement, une lésion d'une zone voisine provoque une boulimie. Enregistrer l'activité électrique du cerveau. Les chercheurs modernes ont également appris à écouter à la porte du cerveau. L'activité électrique des milliards de neurones du cerveau s'écoule en vagues régulières à travers sa surface. L'électroencéphalogramme, EEG, est un tracé amplifié de ces vagues réalisées à l'aide d'instruments appelés électroencéphalographes. L'étude électroencéphalographique de l'activité brute du cerveau revient à étudier le fonctionnement du moteur d'une voiture en écoutant son ronronnement, ronflement. Cependant, en appliquant de façon répétée un stimulus et en filtrant à l'aide d'un ordinateur l'activité électrique, sans relation avec le stimulus, il est possible d'identifier les ondes électriques provoquées par celui-ci. De plus, les microélectrodes modernes ont des pointes si fines qu'elles peuvent détecter les décharges électriques d'un seul neurone, permettant ainsi des découvertes étonnamment précises. Nous pouvons par exemple détecter exactement où va l'information lorsque quelqu'un tire la moustache d'un chat. Technique d'imagerie cérébrale. D'autres fenêtres ouvertes sur le cerveau nous donnent la possibilité de voir, à la manière de Superman, à l'intérieur du cerveau sans l'abîmer. Le scanner, par exemple, tomographie axiale pilotée par ordinateur, permet d'examiner le cerveau en prenant des photographies aux rayons X et de voir des lésions cérébrales. La tomographie par émission de position, TEP, est encore plus extraordinaire. Un examen TEP montre l'activité de différentes zones du cerveau en suivant dans chaque zone la consommation de glucose, son combustible chimique. Les neurones en activité brûlent le glucose. Lorsque l'on donne à un sujet une forme radioactive de glucose, la courte durée de vie, l'examen TEP mesure et localise la radioactivité, permettant ainsi de détecter où va cet aliment de la pensée. De cette façon, les chercheurs peuvent savoir quelles sont les zones cérébrales les plus actives lorsque la personne effectue des calculs mathématiques, écoute de la musique ou rêve. Une autre façon de regarder à l'intérieur du cerveau en fonctionnement est d'exploiter le fait que les noyaux des atomes, y compris ceux situés dans notre cerveau, tournent comme des toupies. Dans l'imagerie par résonance magnétique, IRM, la tête est placée dans un champ magnétique intense qui aligne les atomes en train de tourner. Ensuite, une impulsion brève d'ondes radio désoriente momentanément les atomes lorsqu'ils retournent à leur rotation normale. Les atomes émettent des signaux détectables qui sont transformés par un ordinateur en images de densité. Le résultat est une image détaillée des tissus mous du cerveau. Un examen IRM peut par exemple montrer la dilatation des zones du cerveau contenant du liquide céphalorachidien. Chez certains patients souffrant de schizophrénie, une psychopathologie invalidante. En prenant des images à moins d'une seconde d'intervalle, l'IRM peut maintenant montrer le cerveau qui s'allume sous l'effet de l'augmentation du flux sanguin chargé d'oxygène, lorsqu'une personne effectue différentes opérations mentales. Lorsque quelqu'un aperçoit une lumière qui s'allume, un appareil d'IRM rapide, encore appelé IRM fonctionnel ou dynamique, détecte l'afflux sanguin vers l'arrière du cerveau, zone qui traite les informations visuelles. Demandez à la personne de résoudre un problème d'analogie verbale et vous verrez s'allumer la partie avant-gauche du cerveau. De tels instantanés sur le cerveau, pensant, permettent de nouvelles avancées concernant les modalités et les sites où le cerveau répartit son travail. Ce qu'ont fait le microscope pour les biologistes ou le télescope pour les astronomes va peut-être être réalisé pour la science psychologique par ces nouveaux instruments d'imagerie cérébrale. Ces outils déclenchent une révolution scientifique. Apprendre les neurosciences, aujourd'hui, c'est comme apprendre la géographie quand Magellan explorait les mers. Chaque année, les explorateurs annoncent des nouvelles découvertes qui génèrent aussitôt de nouvelles interprétations des découvertes passées.
comme les données fournies par les différentes méthodes d'imagerie cérébrale paraissent tellement vite que personne ne peut toutes les lire et les mettre en mémoire. Les chercheurs rassemblent maintenant ces informations dans des bases de données. Cette cartographie cérébrale donnera à tous les chercheurs, via les réseaux électroniques, un accès instantané aux études TEP ou IRM montrant l'activité dans une zone particulière du cerveau, pendant qu'une personne résout par exemple des problèmes mathématiques. Nous sommes clairement dans la décennie du cerveau, l'âge d'or de la science neurologique. Structure cérébrale inférieure ou profonde. Si vous pouviez ouvrir votre crâne et regarder à l'intérieur, la première chose que vous remarqueriez est la taille du cerveau. Chez les dinosaures, il représente 1/100e de la masse du corps. Chez les baleines, c'est 1/10 000e. Chez les éléphants, c'est 1/600e. 1/600e ? Ouais, 1/600e. Chez l'homme, c'est 1/45e. Il semble ainsi qu'une règle se dégage, mais attention! Chez la souris, le cerveau représente 1/40e de la masse du corps, et chez les ouistiti, 1/25e. Il y a donc des exceptions à la règle empirique qui dit que le rapport entre le poids du cerveau et celui du corps donne une indication concernant l'intelligence de l'espèce. Les indications plus utiles à propos des capacités d'un animal proviennent de l'étude des structures cérébrales. Chez les vertébrés avec une colonne vertébrale, primitifs, tels les requins, le cerveau régule essentiellement les principales fonctions de la survie. La respiration, le repos et la nourriture. Chez les mammifères inférieurs, comme les rongeurs, un cerveau beaucoup plus complexe permet les émotions et une mémoire plus importante. Chez les mammifères supérieurs, comme l'homme, le cerveau traite plus d'informations nous permettant de prévoir nos actes. L'évolution du cerveau n'a pas grandement modifié les mécanismes de base assurant la survie. Comme le notait il y a un siècle le neurologue anglais John Huggins Jackson, l'évolution a plutôt élaboré de nouveaux systèmes sur les anciens de la même façon que les paysages de la Terre recouvrent l'ancien par du nouveau. Si l'on creuse, on découvre les restes fossiles du passé, les composants du cerveau primitif, dit aussi reptilien, opérant encore comme ils le faisaient pour nos lointains ancêtres. Explorons maintenant le cerveau en commençant par ses structures profondes et en remontant vers le haut, le cortex. Le tronc cérébral. Le tronc cérébral est la région du cerveau la plus ancienne et la plus profonde. Il débute à l'endroit où la moelle épinière pénètre dans le crâne et s'évase légèrement, formant le bulbe rachidien. C'est là que se situe le contrôle des battements cardiaques et de la respiration. Si le sommet du tronc cérébral d'un chat est séparé du reste du cerveau, alors... Donc situé au-dessus de l'animal, il pourra encore respirer et vivre, et même courir, grimper et se lécher. Mais coupé des régions supérieures du cerveau, il ne pourra plus courir vers un but précis, ou grimper pour obtenir de la nourriture. C'est là, dans le tronc cérébral, que se situe le point de croisement où la plupart des nerfs, en direction ou provenant de chacun des côtés du cerveau, vont être connectés au côté opposé du corps. Ce câblage croisé particulier est une des nombreuses surprises que nous réserve le cerveau. À l'intérieur du tronc cérébral s'étend la forme réticulée, semblable à un filet. Un réseau de neurones en forme de doigt, qui va de la moelle épinière au thalamus. Lorsque l'influx sensoriel en provenance de la moelle voyage jusqu'au thalamus, une partie se ramifie pour aboutir dans la formation réticulée qui filtre les stimuli entrant et relègue les informations importantes aux autres zones du cerveau. Parmi ces autres fonctions, la formation réticulée contribue au contrôle de l'éveil. En 1949, Giuseppe Moruzzi et Horace Magoun découvrirent qu'en stimulant électriquement la formation réticulée d'un chat endormi, on obtenait presque instantanément un animal éveillé et alerte. Magoun sépara également la formation réticulée d'un chat du reste des régions supérieures du cerveau sans endommager les voies sensorielles voisines. Résultat ? Le chat tomba dans un coma dont il ne sortit jamais. Magoun pouvait claquer des mains près des oreilles du chat ou même le pincer sans obtenir de réponse. Cela permit d'établir l'implication de la formation réticulée dans l'éveil. Plus tard, cependant, on découvrit qu'ailleurs, dans le tronc cérébral, existaient des neurones dont l'activité était nécessaire au sommeil. Comme nous allons le voir, le cerveau n'est pas au repos durant le sommeil. Le thalamus, sommet du tronc cérébral, se trouve
Au sommet du tronc, pardon, je recommence. Au sommet du tronc cérébral se trouvent deux structures jointives en forme d'œuf qu'on appelle le thalamus. C'est le relais sensoriel du cerveau. Il reçoit les informations en provenance des neurones sensitifs. Et il les dirige vers les régions du cerveau qui traitent la vision, l'audition, le goût et le toucher. Nous pouvons penser au thalamus comme étant, pour le trafic nerveux, ce que Paris est au réseau ferroviaire français. Les influx sensoriels passent par lui pour aboutir aux diverses destinations. Le thalamus reçoit aussi en retour certaines réponses des niveaux supérieurs qu'il dirige vers le cervelet et le bulbe rachidien. Le cervelet. S'étendant à l'arrière du tronc cérébral se trouve le cervelet, ce qui signifie petit cerveau. C'est tout à fait ce à quoi il ressemble, avec ses deux hémisphères plissés. Le cervelet influence l'apprentissage et la mémoire, mais sa fonction la plus importante est la coordination des mouvements volontaires. Après une lésion du cervelet, vous aurez probablement des difficultés à marcher, à garder votre équilibre ou à serrer la main de quelqu'un. Vos mouvements seront désordonnés et exagérés. Notez que ces fonctions cérébrales inférieures se produisent toutes sans effort conscient. Cela souligne l'un des thèmes récurrents de ce livre. Notre cerveau traite beaucoup d'informations sans que nous en soyons conscients. Nous sommes conscients des résultats de l'activité de notre cerveau, par exemple notre expérience visuelle actuelle, mais pas de la façon dont nous construisons cette image visuelle. De la même façon que nous soyons éveillés ou endormis, notre tronc cérébral s'occupe de nos fonctions vitales, laissant les régions supérieures du cerveau libres de rêver, de penser, de parler ou de savourer un souvenir. Le système limbique, aux limites des limbes, des parties anciennes du cerveau primitif, et des hémisphères cérébraux, néocortex, existe un réseau nerveux en forme d'anneau que l'on appelle le système limbique. Nous verrons au chapitre 9 comment un des composants du système limbique, l'hippocampe, participe à la mémoire. Lorsque les animaux ou les hommes perdent leur hippocampe à la suite d'une lésion ou d'une intervention chirurgicale, ils deviennent incapables de stocker en mémoire des faits ou des expériences nouvelles. Pour le moment, regardons simplement la participation du système limbique aux émotions telles que la crainte ou la colère, et aux motivations et des comportements fondamentaux tels que des comportements alimentaires ou sexuels. Comme nous le verrons, l'influence du système limbique sur les émotions et les motivations se produit en partie via le contrôle qu'il exerce sur les hormones de l'organisme. L'amygdale. Deux petits noyaux de neurones en forme d'amande que l'on appelle amygdales font partie du système limbique et influencent l'agression et la peur. En 1939, le psychologue Heinrich Klüver, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais soit, et le neurochirurgien Paul Bussy produisirent une lésion chirurgicale dans une partie du cerveau d'un singe, Rhésus, comprenant l'amygdale. Cette opération transforma le singe doué d'un caractère acariâtre en la plus douce des créatures. On pouvait la pousser, la pincer, lui faire à peu près tout ce qui normalement aurait déclenché une réponse brutale, et l'animal restait placide. Dans les études suivantes, réalisées avec d'autres animaux sauvages comme le lynx, le glouton ou le rat sauvage, les mêmes résultats furent obtenus. Que peut-il alors arriver si on stimule électriquement l'amygdale d'un animal domestique habituellement placide, comme le chat? En stimulant un certain endroit, le chat se prépare à attaquer, sifflant, faisant gros dos, les pupilles dilatées et les poils hérissés. Déplacez l'électrode juste un peu vers l'intérieur de l'amygdale, et le chat se blottit dans un coin terrorisé, si on l'enferme avec une petite souris. Ces expériences attestent du rôle de l'amygdale dans les émotions, telles que la colère ou la peur. Mais nous devons rester prudents et ne pas considérer l'amygdale comme le centre de contrôle de l'agression et de la peur. Le cerveau n'est pas organisé aussi précisément en structures correspondant à nos catégories de comportements. Les comportements agressifs ou craintifs mettent en jeu une activité nerveuse à tous les niveaux du cerveau. Même dans le système limbique, la stimulation des structures autres que l'amygdale peut susciter ce type de comportement. De même, si vous bricolez votre carburateur, cela va modifier la façon dont marche le moteur, mais cela ne signifie pas que le carburateur en lui-même fait rouler la voiture. C'est simplement un élément dans le système intégré. Étant donné que les lésions de l'amygdale peuvent changer des singes violents en des créatures de douceur, se pourrait-il que les lésions du même type puissent agir de même chez des hommes violents? Une telle psychochirurgie a prouvé des résultats variés. Dans quelques cas, chez des patients souffrant de malformations cérébrales, l'opération réduisit les accès de rage, mais parfois avec des effets secondaires dévastateurs dans leur vie de tous les jours. Pour des raisons éthiques et à cause des incertitudes restantes, la psychochirurgie lourde
reste très controversé et rarement utilisé. Peut-être que le jour où nous maîtriserons mieux la façon dont le cerveau contrôle le comportement, pourrons-nous apaiser les désordres cérébraux sans en créer de nouveaux. L'hypothalamus. Une autre des structures fascinantes du système limbique est située juste au-dessous, du thalamus. Il est donc appelé hypothalamus. En stimulant ou en lésant certaines parties de l'hypothalamus, les neurobiologistes ont isolé dans cette structure des réseaux de neurones qui effectuent certaines tâches spécifiques assurant l'entretien de l'organisme. Certains de ces groupes de neurones influencent la faim, d'autres régulent la soif, la température corporelle et le comportement sexuel. L'hypothalamus surveille la chimie sanguine et reçoit des ordres des autres parties du cerveau. Une pensée érotique, dans le cortex cérébral de votre cerveau, va susciter une sécrétion hormonale dans votre hypothalamus. Ces hormones influencent à leur tour la glande adjacente principale, l'hypophyse, qui gouverne la libération d'hormones par d'autres glandes endocrines que surveille l'hypothalamus. Notez de nouveau l'interaction entre le système nerveux et le système endocrinien. Le cerveau contrôle le système endocrinien qui à son tour influence le cerveau. L'hypothalamus, cette petite mais néanmoins puissante structure, exerce aussi un contrôle en stimulant l'activité du système nerveux autonome. L'histoire d'une remarquable découverte concernant l'hypothalamus montre comment le progrès d'une recherche scientifique se produit souvent lorsque des chercheurs curieux et à l'esprit ouvert font une observation inattendue. Deux jeunes neuropsychologues de la McGill University, Montréal, James Holtz et Peter Milner, en 1954, essayaient d'implanter des électrodes dans le système réticulé de rats blancs. Un jour, ils firent une magistrale erreur. Ils placèrent chez un rat une électrode de façon incorrecte, dans ce qu'on découvrit plus tard être une région de l'hypothalamus. De façon curieuse, le rat persistait à revenir à l'endroit de la cage où il avait été stimulé par l'électrode mal placée, comme s'il cherchait encore plus de stimulation. En découvrant leur erreur, les chercheurs astucieux comprirent qu'ils étaient tombés sur un centre du cerveau qui produisait un effet agréable, une récompense. Dans une série d'expériences méticuleuses, Holtz, en 1958, essaya ensuite de localiser d'autres centres du plaisir, comme il les appelait. Ce que les rats ressentent réellement, il n'y a qu'eux qui le savent, et ils ne nous le disent pas. Désireux de ne pas attribuer aux rats des sentiments humains, les scientifiques actuels utilisent rarement le terme de centre du plaisir. Lorsque Holtz permit aux rats de déclencher leur propre stimulation dans ces zones en appuyant sur un levier, certains le firent parfois à un rythme effréné, jusqu'à 7000 fois par heure, jusqu'à tomber d'épuisement. De plus, ils auraient fait n'importe quoi pour obtenir cette stimulation, même traverser un plancher électrique. Chose qu'un rat affamé ne ferait pas même pour atteindre sa nourriture. D'autres centres de récompense similaires, situés dans ou à proximité de l'hypothalamus, ont été découverts plus tard dans d'autres espèces, tels que le poisson rouge, le dauphin et le singe. En fait, la recherche animale a montré à la fois l'existence d'un système de récompense général qui stimule la libération de dopamine, un neuromédiateur, et l'existence de systèmes particuliers associés au plaisir de manger, de boire, de copuler ou de se droguer. Il semble que les animaux naissent équipés de systèmes de récompense intégrés pour les activités essentielles à leur survie. Ces découvertes importantes ont conduit les gens à se demander si l'être humain possédait aussi des centres limbiques pour le plaisir. En effet, ils en possèdent. Un neurochirurgien utilisait des électrodes pour calmer des patients violents. Les sujets traités ont témoigné d'une sensation de plaisir modérée et qui, au contraire des rats, ne les a pas conduits à la frénésie. Le cortex cérébral. Avec l'élaboration du cortex cérébral, le contrôle génétique strict se relâche et les capacités d'adaptation de l'organisme augmentent. C'est ainsi que les amphibiens, comme les grenouilles, ont un petit cortex et opèrent essentiellement à partir d'instructions génétiques préprogrammées. Le cortex des mammifères, plus important, leur confère des capacités d'apprentissage et de pensée plus grandes qui les rendent plus adaptables. La majeure partie de ce qui distingue l'être humain des animaux provient des fonctions complexes de son cortex cérébral hautement développé. La structure du cortex. Si l'on ouvrait un crâne humain pour observer le cerveau, on verrait un organe plissé ayant à peu près la forme d'une noix géante. 80% du poids du cerveau réside dans les renflements des hémisphères cérébraux gauche et droit, qui sont essentiellement remplis de connexions axonales entre la surface du cerveau et les autres régions. La fine couche superficielle des hémisphères cérébraux est le cortex cérébral.
D'une épaisseur d'environ 3 mm, il est composé d'à peu près 30 milliards de cellules nerveuses. Une zone de tissu cortical d'1 mm² est composée d'environ 150 000 neurones. Chaque neurone est connecté à des milliers d'autres. Pour avoir une idée de la complexité de ces interconnexions, pensez qu'il est possible de relier 2 briques de Lego à 8 plots de 24 façons différentes, et qu'avec 6 briques, il y a 103 millions de combinaisons. Avec 30 milliards de neurones, chacun ayant en gros 10 000 contacts avec d'autres neurones, nous aboutissons finalement à quelque chose comme 300 000 milliards de connexions synaptiques corticales. L'être humain réclame énormément de neurones. La première chose que vous remarqueriez concernant le cortex cérébral est son aspect plissé, ce qui laisse seulement un tiers du cortex visible en surface. Ces replis, circonvolutions, augmentent de façon considérable la surface du cerveau qui, si elle était dépliée, atteindrait en gros la taille d'une page d'un journal. Chez le rat et les autres mammifères inférieurs, la surface du cortex est beaucoup plus lisse, ce qui signifie que cette structure nerveuse est moins abondante. Nous pouvons considérer que chaque hémisphère est divisé en 4 régions ou lobes. En partant du devant du cerveau et en allant vers le sommet, on a les lobes frontaux, derrière votre front. Les lobes pariétaux, en haut et en arrière, les lobes occipitaux, à l'arrière de votre tête, et les lobes temporaux, juste derrière vos oreilles. On refait. On a les lobes frontaux, derrière la tête, derrière le front, les lobes pariétaux, en haut et en arrière, les lobes occipitaux, à l'arrière, et les lobes temporaux, derrière les tempes, donc derrière les oreilles. Ces lobes sont des subdivisions géographiques pratiques, séparées par des replis les plus importants appelés scissures. Comme nous allons le voir, les lobes ne correspondent pas à des unités fonctionnelles distinctes. Chaque lobe exécute de nombreuses fonctions et certaines fonctions réclament l'interaction de plusieurs lobes. Fonction du cortex. Il y a plus d'un siècle, les autopsies pratiquées chez des gens partiellement paralysés ou incapables de parler ont mis en évidence des lésions de zones particulières du cortex. Cependant, ces observations relativement grossières ne permettent pas d'affirmer que des parties précises du cortex accomplissent des fonctions spécifiques. Après tout, si le contrôle du mouvement ou de la parole était réparti dans tout le cortex, la lésion de pratiquement n'importe quelle zone pourrait produire le même effet. De la même manière, un poste de télévision va tomber en panne si l'on coupe le cordon d'alimentation. Mais nous ne pouvons conclure pour autant que l'origine des images se trouve dans le fil. Cette analogie montre à quel point il est facile de se tromper en essayant de localiser les fonctions cérébrales. Fonction motrice. En 1870, les médecins allemands Gustav Fritsch et Eduard Hitzig appliquèrent une stimulation électrique modérée sur le cortex de chiens et firent une découverte importante. Ils pouvaient faire bouger différentes parties du corps. Les effets étaient sélectifs. La stimulation ne provoquait un mouvement que lorsqu'elle était appliquée dans une région en forme d'arcade, située à l'arrière du lobe frontal et allant à peu près d'une oreille à l'autre en passant par le sommet du cerveau. Cette arcade est maintenant appelée cortex moteur. De plus, lorsque les chercheurs stimulaient des zones précises dans cette région, situées dans l'hémisphère gauche ou droit, ils provoquaient des mouvements de parties précises du corps localisées du côté opposé. Il y a 50 ans, les neurochirurgiens Ottfried Forester en Allemagne et Wilder Penfield à Montréal cartographièrent le cortex moteur chez des centaines de patients éveillés. Les chirurgiens avaient besoin de connaître les effets secondaires possibles de l'ablation de différentes parties du cortex. Et avant d'inciser le cerveau avec le bistouri, ils stimulèrent sans provoquer de douleur. Le cerveau n'a pas de récepteur sensitif. Différentes zones corticales et notèrent la réponse du corps. Comme Fritsch et Hitzig, ils observèrent qu'en stimulant différentes zones du cortex moteur à l'arrière du lobe frontal, différentes parties du corps bougeaient. Ils furent ainsi capables d'établir une carte du cortex moteur, indiquant les parties du corps qu'ils contrôlaient. De façon intéressante, les parties du corps demandant un contrôle précis, comme les doigts et la bouche, occupaient une plus grande partie de la surface corticale. Le neurobiologiste José Delgado mit en évidence la mécanique du comportement moteur. Chez un singe, il provoqua un sourire plus de 400 000 fois. Chez un homme, la stimulation d'un certain point de la partie gauche du cortex moteur provoqua la fermeture du point droit. Le patient à qui on demandait de garder les doigts ouverts lors de la stimulation suivante
et dont les doigts se fermaient malgré tous ses efforts, remarqua : « Docteur, j'ai l'impression que votre électricité est plus forte que ma volonté. » Fonction sensorielle. Si le cortex moteur envoie des messages vers le corps, ou les messages entrants atteignent-ils le cortex ? Penfield a identifié une zone corticale spécialisée dans la réception des informations fournies par le toucher, peau, et les mouvements du corps. Cette zone, parallèle au cortex moteur et située juste derrière lui, sur le devant des lobes pariétaux, est maintenant appelée cortex sensoriel. Stimuler un point situé au sommet de cette bande de tissu cérébral, et la personne dira que quelqu'un l'a touché sur l'épaule. Stimuler un point sur le côté et la personne sentira quelque chose sur le visage. Plus une lésion du corps est sensible, et plus grande sera la partie du cortex sensoriel qui lui sera consacrée. Vos lèvres, très sensibles, projettent une zone cérébrale plus importante que vos orteils. De même, les rats ont une zone importante du cerveau dévolue aux sensations tactiles venant de leur moustache, et les hiboux aux sensations auditives. Si un singe ou un homme perd un doigt, la région du cortex sensoriel correspondant à ce doigt va se connecter pour recevoir des signaux provenant des autres doigts qui deviennent maintenant plus sensibles. Cela souligne le fait que notre cerveau est façonné non seulement par nos gènes, mais aussi par nos expériences. D'autres explorations ont permis d'identifier les aires où le cortex reçoit des informations provenant des autres sens. En ce moment, vous recevez des informations auditives. Bon, là, il y a marqué visuel, mais elles sont surtout auditives pour vous. Dans les lobes occipitaux, tout à l'arrière de votre cerveau. Ah oui, donc comme on a dit que l'arrière du cerveau, ça occupait la zone visuelle, donc forcément, voilà. Si on vous stimule à cet emplacement, vous pourrez voir des éclairs de lumière ou des taches de couleur. Et en un sens, nous avons effectivement des yeux derrière la tête. À partir de là, et les informations visuelles que vous êtes en train de traiter vont dans d'autres zones du cerveau, spécialisées dans certaines tâches telles que l'identification des mots, la détection des émotions et la reconnaissance des visages. Oh, excusez-moi. Chaque son que vous entendez est traité au niveau de vos aires auditives dans les lobes temporaux. La majeure partie de cette information auditive emprunte un circuit détourné partant d'une oreille pour aboutir à la zone de réception des sons derrière l'oreille opposée. Si on vous stimulait à cet endroit, vous pourriez recevoir un son. Fonction associative. Jusqu'à présent, nous sommes intéressés à de petites zones du cortex qui soit reçoivent des informations sensorielles, soit dirigent la réponse musculaire. Chez l'homme, cela laisse sans affectation, à peu près les 3/4 de la mince couche plissée constituant le cortex cérébral. Les neurones situés dans cette aire associative, les zones grises sur la figure 2.22, intègrent l'information et participent de façon active à la pensée en associant les divers rapports sensoriels aux souvenirs et en mémoire. La stimulation électrique de ces aires associatives ne déclenche aucune réponse, si bien qu'à la différence des aires motrices ou sensorielles, nous ne pouvons pas définir nettement les rôles de ces aires associatives. C'est probablement à ce silence que pensait celui qui a formulé l'un des mythes les plus répandus de la psychologie populaire, qui est que nous n'utilisons en général que 10% de notre cerveau. Ce mythe sous-entend que si nous pouvions activer notre cerveau tout entier, nous serions et de loin plus intelligents que ceux qui triment avec seulement 10% de la puissance de leur cerveau. Mais l'observation d'animaux lésés chirurgicalement ou d'individus au cerveau endommagé nous apprend que les aires associatives ne sont pas dormantes. Au contraire, elles interprètent, intègrent et agissent sur les informations traitées par les aires sensorielles. Les aires associatives, situées dans le lobe frontal, permettent de juger et de planifier. Les personnes dont les lobes frontaux sont endommagés peuvent avoir une mémoire intacte, obtenir de bons résultats aux tests d'intelligence et être tout à fait capables de cuire un gâteau, mais ils peuvent cependant être incapables de prévoir quand cuire le gâteau pour fêter un anniversaire. Les lésions du lobe frontal peuvent également altérer la personnalité d'un individu, en notant ses inhibitions. Cela est illustré par le cas classique d'un ouvrier du chemin de fer appelé Phineas Gage. Un après-midi de 1848, Gage, âgé de 25 ans, était en train de mettre de la poudre dans un trou fait dans la roche avec une barre d'acier. Une étincelle enflamma la poudre, projetant en l'air la barre d'acier qui pénétra dans la joue gauche et ressortit par le sommet du crâne, endommageant gravement le lobe frontal gauche. À la stupéfaction de tous, Gage était encore capable de s'asseoir et de parler, et retourna au travail après la cicatrisation de sa blessure. Bien que ses capacités mentales et sa mémoire fussent intactes, sa personnalité ne l'était pas. Phineas Gage
affable et paisible, était devenu une personne irritable, capricieuse, blasphémant, qui perdit son travail et finit par gagner sa vie comme phénomène de foire. Cette personne, disaient ses amis, n'était plus Gage. Les aires associatives des autres lobes accomplissent également des fonctions mentales. Par exemple, une aire située du côté inférieur du lobe temporal droit nous permet de reconnaître les visages. Si un accident vasculaire ou une blessure détruit cette aire de notre cerveau, vous serez encore capable de décrire les caractéristiques du visage et de reconnaître le sexe et l'âge approximatif de quelqu'un. Mais bizarrement, vous serez incapable de reconnaître la personne comme étant, disons, Boris Eltsine, votre voisin, et de palier, ou même votre épouse. Cependant, les fonctions mentales complexes, comme l'apprentissage ou la mémoire, ne sont pas localisées dans un endroit unique. Il n'existe pas, dans de petits cortex associatifs du rat, une zone unique qui, une fois détruite, va effacer sa capacité à apprendre ou à reconnaître un labyrinthe. Ces fonctions semblent réparties dans la majeure partie du cortex. Langage. Les capacités humaines complexes telles que le langage résultent de la coordination étroite de nombreuses aires du cerveau. En effet, la lésion de n'importe laquelle des aires corticales impliquées dans le langage provoque une aphasie, c'est-à-dire une altération de l'usage du langage. Ces phénomènes sont très complexes. Certains patients aphasiques peuvent parler aisément, mais sont incapables de lire, en dépit d'une vision excellente. Tandis que d'autres peuvent comprendre ce qu'ils lisent, mais sont incapables de parler. D'autres encore peuvent écrire mais non lire, ou lire mais non écrire, lire des chiffres mais pas des lettres, ou chanter mais non parler. Ces observations sont troublantes, car nous pensons que parler et lire, ou écrire et lire, ou chanter et parler sont essentiellement des exemples différents d'une même capacité globale. Considérez les éléments qui ont permis de résoudre le système de langage. Premier élément. En 1865, le médecin français Paul Broca montra qu'une lésion dans une aire particulière du lobe frontal gauche, que l'on appela plus tard l'aire de Broca, laissait une personne embarrassée pour former des mots bien que capable de chanter des chansons familières et de comprendre ce qu'on lui disait. Deuxième élément. En 1874, le chercheur allemand Karl Wernicke découvrit qu'une altération d'une aire spécifique du lobe temporal gauche, aire de Wernicke, laissait les gens capables de prononcer des mots mais qui n'avaient pas de signification. Un patient à qui on demandait de décrire une image montrant deux enfants en train de voler des gâteaux derrière le dos d'une femme répondit « La mère est partie travailler faisant son travail pour améliorer son sort, mais seulement lorsqu'elle regarde les deux garçons regardant de l'autre côté, elle se remet au travail. » Troisième élément. On découvrit plus tard que lire à haute voix mettait en jeu une troisième zone du cerveau. Le gyrus angulaire reçoit les informations visuelles de l'aire visuelle et les transcrit sous une forme auditive à partir de laquelle l'aire de Wernicke déduit sa signification. Elle est très active en ce moment chez moi, cette aire. Quatrième élément. Des fibres nerveuses relient ces différentes aires du cerveau. Norman Geschwind assembla ces éléments pour interpréter la façon dont nous utilisons le langage. Lorsque vous lisez à haute voix les mots, 1. Sont enregistrés dans l'aire visuelle et 2. Transmis vers le gyrus angulaire qui les transforme alors en un code auditif qui est 3. Reçu et compris dans l'aire de Wernicke, toute proche, puis 4. Envoyé jusqu'à l'aire de Broca qui contrôle 5. Le cortex moteur. Créant le mot prononcer. Selon le maillon de la chaîne qui est endommagé, on observe une forme différente d'aphasie. Une lésion du gyrus angulaire laisse la personne capable de parler et de comprendre, mais incapable de lire. Une lésion de l'aire de Wernicke altère la compréhension. Une atteinte de l'aire de Broca empêche de parler. Le principe général se répète. Les capacités complexes sont le fruit de la coordination étroite de nombreuses zones du cerveau. Pour le dire autrement, le cerveau opère en divisant ses fonctions mentales, parler, percevoir, penser, se souvenir, en sous-fonctions. Cependant, notre expérience consciente paraît indivisible. En ce moment, vous êtes en train de percevoir une scène visuelle complète, comme si vos yeux étaient des caméras vidéo projetant la scène dans votre cerveau. En fait, comme nous allons le voir, le cerveau décompose la vision en éléments spécialisés comme la couleur, la profondeur, le mouvement et la forme. Après un choc localisé qui détruit l'une de ces équipes de neurones, les gens peuvent perdre juste un des aspects de la vision, tel que la capacité de percevoir le mouvement. Ces réseaux neuronaux spécialisés, après avoir rempli chacun leur rôle, vont ensuite fournir l'information à des réseaux d'un niveau supérieur, qui vont combiner ces fragments d'expérience et les relayer jusqu'à des aires associatives de haut niveau, nous permettant de reconnaître un visage comme étant celui de grand-mère. La même chose est vraie pour la lecture d'un mot.
Le cerveau intègre la forme du mot, son nom et sa signification grâce à des réseaux neuronaux distincts. Postner, Eckhart, 92. Pensez-y. Ce que vous sentez comme un flux de perception constant et indivisible n'est en fait que l'extrémité visible de l'iceberg du traitement de l'information, dont la majeure partie est enfouie sous la surface de votre perception consciente. Pour résumer, les sous-systèmes de la pensée sont localisés dans des régions particulières du cerveau, mais celui-ci agit comme un ensemble unifié. Bouger la main, reconnaître des visages ou même percevoir la couleur, la profondeur, le mouvement, tout cela dépend de réseaux neuronaux particuliers. Cependant, des fonctions complexes comme le langage, l'apprentissage et l'amour mettent en jeu la coordination de nombreuses aires cérébrales. Ces deux principes, spécialisation et intégration, ressortent clairement dans les études effectuées sur les deux hémisphères des cerveaux. Nos cerveaux divisés. Depuis plus d'un siècle, il existe des preuves cliniques montrant que les deux côtés du cerveau assurent des fonctions différentes. Les blessures, les accidents vasculaires, les tumeurs touchant l'hémisphère gauche perturbent en général la lecture, l'écriture, la parole, le raisonnement mathématique et la compréhension. Des lésions semblables dans l'hémisphère droit ont des conséquences moins dramatiques. Ce n'est donc pas surprenant que l'hémisphère gauche ait été décrit comme l'hémisphère majeur ou dominant, et son compagnon silencieux à sa droite comme dominé ou mineur. Le gauche dévolu au langage est davantage comme la face visible de la Lune, la plus facile à observer et à étudier. L'autre côté est là, bien évidemment, mais il est moins apparent. Chez certains gauchers, la parole est traitée dans l'hémisphère droit. À partir des années 60, l'hypothèse de la supériorité de l'hémisphère gauche était bien acceptée. Mais ensuite, l'hémisphère droit, mineur, s'est révélé être moins limité qu'on ne le pensait. Comme avec la Lune, au cours de ces dernières années, nous en sommes venus à apprécier l'autre face. L'histoire de cette découverte est un chapitre fascinant de l'histoire de la psychologie. Séparer le cerveau en deux. En 1961, deux neurochirurgiens de Los Angeles, Philip Vogel et Joseph Bogen, envisagèrent d'utiliser la chirurgie pour plusieurs malades atteints d'épilepsie. Les deux chirurgiens suggéraient que les crises majeures d'épilepsie étaient provoquées par une amplification d'une activité anormale du cerveau qui se répercutait entre les deux hémisphères. Ils se demandèrent donc s'il serait possible de contrôler une épilepsie sévère en coupant la communication entre les deux hémisphères. Pour ce faire, les chirurgiens devaient léser le corps calleux, la large bande de fibres axonales reliant les deux hémisphères. Ils avaient des raisons de croire qu'une telle opération ne serait pas invalidante. Les psychologues Roger Sperry, Ronald Meyer et Michael Gazzaniga avaient divisé de cette manière le cerveau de chat ou de singe sans effet secondaire important. De sorte que Vogel et Bogen décidèrent d'opérer. Le résultat ? Les crises furent pratiquement éliminées et les patients semblaient étonnamment normaux, leur personnalité et leur intelligence n'étant qu'à peine affectées. En s'éveillant de l'intervention, un patient se mit même à plaisanter en disant qu'il avait un mal de tête divisé. Si vous discutiez avec un de ces patients au cerveau séparé, vous ne remarqueriez probablement rien d'inhabituel. Vous pourriez comprendre pourquoi 10 ans plus tôt, le neuropsychologue Karl Lashley disait en plaisantant que le corps calleux ne servait peut-être qu'à empêcher les hémisphères de s'affaisser. Mais une large bande de 200 millions de fibres nerveuses, capable de transférer entre deux hémisphères plus d'1 milliard de bits d'informations par seconde, doit sûrement avoir une fonction plus importante. C'est effectivement le cas, et les expériences ingénieuses de Sperry et Gazzaniga révélèrent ce rôle et fournirent la clé nécessaire à la compréhension des fonctions particulières des hémisphères. Après une de ces opérations de séparation du cerveau, les chercheurs placèrent un objet inconnu dans la main gauche du patient. Celui-ci nia qu'il y soit. Cela ne surprit pas Sperry et Gazzaniga. Ils savaient que l'information provenant de la main gauche aboutit dans l'hémisphère droit, et leur expérience chez l'animal suggérait que l'hémisphère droit serait incapable de renvoyer cette information à l'hémisphère gauche, qui, chez la plupart des gens, contrôle la parole. Des résultats plus extraordinaires furent obtenus lorsque Sperry et Gazzaniga firent passer à leurs patients quelques tests de perception. Nos yeux sont reliés à notre cerveau de telle façon que lorsque nous regardons droit devant nous, la partie gauche de notre champ de vision est transmise à travers nos deux yeux jusqu'à nos hémisphères droits. De la même manière, le côté droit de notre champ de vision est transmis uniquement à notre hémisphère gauche. Une femme qui avait perdu une partie de son cortex visuel droit à la suite d'un grave accident vasculaire, mais qui, à part cela, était normale, se plaignait parfois que les infirmières n'avaient pas placé de dessert ou de café sur son plateau. Une infirmière tourna alors la tête de la femme de façon que le plateau vienne en vue de la partie droite de son champ de vision, où son cortex visuel gauche put le détecter. Elle dit alors « Oh, il est là !
Il n'était pas là auparavant. Pour ceux d'entre nous dont le cerveau est intact et sain, l'information présentée à notre seul hémisphère droit est rapidement renvoyée à l'hémisphère gauche, qui la nomme. Mais qu'arrive-t-il chez une personne dont le corps calleux est sectionné ? Pour le savoir, les expérimentateurs demandèrent à un patient au cerveau séparé de regarder un point donné. Ils envoyèrent ensuite une information, soit à l'hémisphère gauche, soit à l'hémisphère droit, en la projetant à droite ou à gauche du point de vue en question. Enfin, ils interrogèrent chacun des hémisphères séparément. Regardez si vous pouvez deviner les résultats d'une expérience en utilisant le protocole. Pendant que les patients avaient le regard fixé sur un point, le mot « heart » ou « cœur » fut projeté dans son champ visuel avec HE dans le champ visuel gauche et AR dans le droit. Première question, qu'est-ce que les patients disaient avoir vu ? Deuxième question, si on leur demandait de montrer avec leurs doigts, ou en tout cas avec leur main gauche, ce qu'ils avaient vu, HE ou AR. Quoi qu'ils avaient, vers quoi allaient-ils pointer leurs doigts ? Comme le montre la figure, on ne voit pas, les patients dirent qu'ils voyaient AR et furent donc tout étonnés lorsque leur main gauche pointa vers HE. Si on leur donne l'occasion de s'exprimer individuellement, chaque hémisphère va rapporter uniquement ce qu'il a vu. De la même manière, lorsque l'image d'une petite cuillère fut projetée à l'hémisphère droit, les patients ne purent pas dire ce qu'ils voyaient. Mais lorsqu'on leur demanda d'identifier ce qu'ils avaient vu en tâtant avec leur main gauche, un assortiment d'objets cachés derrière un écran, ils sélectionnèrent aisément la cuillère. Si l'examinateur disait alors « exact », le patient répondait quoi « exact » ? Comment est-il possible que je prenne l'objet correct étant donné que je ne sais pas ce que j'ai vu ? C'est bien évidemment l'hémisphère gauche qui parle ici, surpris par ce que l'autre moitié sait déjà. C'est tout à fait comme si le malade avait deux mondes visuels intérieurs séparés, note Asperi. L'hémisphère gauche, qui agit comme l'attaché de presse du cerveau, effectue une gymnastique mentale pour rationaliser les réactions qu'il ne comprend pas. Si un patient obéit à un ordre envoyé à l'hémisphère droit, marche, l'hémisphère gauche va se justifier en trouvant une explication simple. Je vais dans la maison pour prendre un Coca-Cola. Michael Gazzaniga, en 88, conclut donc que l'hémisphère gauche est un interprète qui construit instantanément des théories pour expliquer notre comportement. Ces expériences démontrent que l'hémisphère droit comprend des demandes simples et perçoit aisément les objets. En fait, l'hémisphère droit est supérieur au gauche pour copier des dessins, connaître des visages, percevoir des émotions et les exprimer, par l'intermédiaire du côté gauche du visage, le plus expressif. Hauser en 93, Skinner et Mullen en 91. La plupart des organes pairs du corps, les reins, les poumons, les seins, accomplissent les mêmes fonctions, de sorte qu'il existe un système de réserve. Si l'un des côtés vient à défaillir, ce n'est pas la même chose pour les deux moitiés du cerveau qui accomplissent des fonctions différentes. La supériorité de la perception de l'hémisphère droit est visible dans l'un des films de Sperry. La main gauche d'un sujet au cerveau divisé, dirigé par l'hémisphère droit, réarrange facilement quelques cubes pour reconstituer un dessin. Lorsque la main droite, dirigée par l'hémisphère gauche, essaye de réaliser la même tâche, faisant appel à la perception, elle fait de nombreuses erreurs. Cette performance lamentable irrite l'hémisphère droit qui observe la scène. Il essaye donc, avec la main gauche, d'interrompre la main droite, maladroite. Mais celle-ci persiste et repousse la main gauche. En dehors du laboratoire, certains sujets au cerveau divisé ont été temporairement perturbés par l'indépendance incontrôlable de leur main gauche, qui, par exemple, déboutonnait une chemise tandis que la main droite la boutonnait. C'était tout à fait comme si chaque hémisphère pensait indépendamment, se disant peut-être « j'ai à moitié envie de porter ma chemise verte, bleue, aujourd'hui », disait Sperry. En effet, la chirurgie de séparation des deux hémisphères laisse les gens avec deux esprits séparés. C'est marrant, hein ? Étudier les différences hémisphériques du cerveau intact. Qu'en est-il des plus de 99,99% d'entre nous dont le cerveau n'est pas divisé ? Les scientifiques ont-ils montré que nos hémisphères sont pareillement spécialisés ? Ils l'ont effectivement montré dans plusieurs types d'études. Par exemple, lorsque quelqu'un accomplit une tâche de perception, l'activité électrique du cerveau, le flux sanguin et la consommation de glucose augmentent dans l'hémisphère droit. Lorsqu'une personne parle ou calcule, l'activité augmente dans l'hémisphère gauche. Dans certaines occasions, la spécialisation des hémisphères a été mise en évidence, de façon encore plus nette, en anesthésiant brièvement un hémisphère entier. Pour repérer la localisation du centre du langage avant une intervention chirurgicale, un médecin peut injecter un sédatif dans l'artère du cou qui alimente l'hémisphère considéré.
Avant l'injection, le patient est couché, les bras en l'air, en discutant librement. Pouvez-vous deviner ce qui va se produire lorsque le produit va se répandre dans les artères conduisant à l'hémisphère gauche? En quelques secondes, le bras droit va retomber, inerte. Et en admettant que l'hémisphère gauche de la personne contrôle le langage, le sujet est muet jusqu'à ce que la substance se dissipe. Lorsque la substance est injectée dans l'artère conduisant à l'hémisphère droit, le bras gauche tombe, mollement. Mais la parole est encore possible. D'autres tests ont confirmé la spécialisation des hémisphères. La plupart des gens reconnaissent des images plus rapidement et plus sûrement lorsqu'elles sont projetées à l'hémisphère droit, mais reconnaissent des mots plus rapidement et plus exactement lorsqu'ils sont projetés à l'hémisphère gauche. Si un mot est projeté à votre hémisphère droit, sa perception prend un peu plus de temps. Une fraction de seconde en plus. Le temps nécessaire pour envoyer l'information à travers le corps calleux jusqu'à l'hémisphère gauche, plus verbal. Finalement, quel est d'après vous l'hémisphère qui serait capable de permettre le langage des signes chez les sourds muets? Est-ce l'hémisphère droit, à cause de sa supériorité visuelle et spatiale, ou le gauche, du fait de son aptitude à traiter le langage? Des études ont montré que de la même façon que les entendants utilisent l'hémisphère gauche pour traiter le langage, les sourds utilisent l'hémisphère gauche pour lire les signes. Un accident vasculaire dans l'hémisphère gauche va ainsi éliminer la capacité d'un sourd à lire les signes, comme il va faire disparaître chez un entendant l'utilisation du langage parlé. Pour le cerveau, un langage est un langage qu'il soit parlé ou signé. Un ensemble d'observations effectuées chez des gens du cerveau séparés ou au cerveau normal convergent remarquablement, et il y a maintenant peu de doute sur le fait que nous avons un cerveau unifié, avec des parties spécialisées. Bien que le langage nécessite l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit nous aide à moduler notre langage pour en clarifier la signification. Comme lorsqu'on vous dit « Regardez les petits poissons rouges » au lieu de « Regardez les petits poissons rouges ». Et oui, je vous répète, regardez les petits poissons rouges, regardez les petits pois sont rouges. Heller 90. En regardant les deux hémisphères qui à l'œil nu ont l'air semblables, il pourrait supposer qu'ils contribuent de façon aussi remarquable à l'harmonie de l'ensemble. Nous avons ici un aperçu de la pertinence de notre principe de base. Tout événement psychologique est en même temps biologique. Dans ce chapitre, nous avons montré de quelle façon nos pensées, nos sentiments et nos actions pouvaient naître de notre cerveau à la fois spécialisé et intégré. Les chapitres à venir vont explorer plus profondément la signification de la révolution biologique en psychologie. Nous verrons par exemple comment le développement du cerveau sous-tend le développement mental d'un enfant. Le cerveau peut compenser des dommages subis très précocement. Les gènes et les expériences vécues influencent ensemble notre personnalité, nos émotions, notre sexe et notre intelligence. Nos organes et des sens et notre cerveau nous permettent d'entendre et de voir. Le cerveau enregistre les souvenirs. Une anatomie et une chimie cérébrale anormale jouent un rôle dans la dépression et la schizophrénie, et comment des traitements biologiques peuvent améliorer cet état. Nos corps et nos cerveaux suscitent la faim et le désir sexuel, la colère et la crainte, le sommeil et les rêves. Nos corps et nos cerveaux suscitent la faim et le désir... Oui, je viens de le lire. L'esprit et le corps influencent ensemble notre vulnérabilité face aux maladies et notre capacité de guérison. L'histoire et l'évolution de notre espèce peuvent nous prédisposer à blesser, aider ou désirer sexuellement quelqu'un d'autre. De la phrénologie du 19e siècle jusqu'aux neurosciences d'aujourd'hui, nous avons parcouru une longue route. Mais ce qui est inconnu l'emporte encore sur le connu. Nous pouvons décrire le cerveau, apprendre les rôles et les différentes parties et étudier comment celles-ci communiquent. Mais comment ces ronronnements électrochimiques donnent-ils naissance à un sentiment d'exaltation, à une idée créatrice ou du souvenir des gâteaux fraîchement cuits de grand-mère? La pensée a du mal à appréhender aussi bien ce qui est connu que ce qui n'est pas compris. Si l'on en juge par les déclarations des spécialistes du cerveau, les sentiments d'émerveillement sont fréquents et peuvent parfois conduire à des inspirations spirituelles ou mystiques. Comme par exemple dans la citation de Candace Pert en 1986, « Je vois dans le cerveau toute la beauté de l'ordre de l'univers, signe constant de la présence de Dieu. » D'autres méditent sur les systèmes philosophiques. Comment peut-on représenter le cerveau? Et jusqu'à quel point une chose peut-elle se comprendre elle-même? L'esprit cherchant à comprendre le cerveau, c'est en effet l'ultime défi scientifique. En résumé, les outils de la découverte. Les observations cliniques ont depuis longtemps montré que les effets généraux de lésions survenant dans diverses zones du cerveau. Je refais, c'était nul. Des observations cliniques ont depuis longtemps montré les effets généraux de lésions survenant dans diverses zones du cerveau. De nouvelles technologies puissantes permettent maintenant d'observer des structures cérébrales et l'activité du cerveau directe. En lésant chirurgicalement ou en stimulant électriquement des zones bien spécifiques du cerveau, en enregistrant l'activité électrique corticale
et en visualisant l'activité neuronale avec des techniques d'imagerie informatisées, les chercheurs en neurosciences explorent les relations entre le cerveau, la pensée et le comportement. Comment le cerveau contrôle le comportement ? Le tronc cérébral débute à l'endroit où la moelle épinière s'élargit pour former le bulbe rachidien qui contrôle les battements cardiaques et la respiration. Dans le tronc cérébral, la formation réticulée exerce un contrôle sur l'éveil. Au-dessus de ce tronc cérébral se trouve le thalamus, le centre de distribution sensorielle du cerveau. Le cervelet, attaché à l'arrière du tronc cérébral, coordonne les mouvements musculaires. Entre le tronc cérébral et le cortex cérébral se trouve le système limbique, impliqué dans la mémoire, les émotions et les motivations. L'un de ces centres nerveux, l'amygdale, est impliqué dans les réponses d'agression et de peur. Un autre, l'hypothalamus, participe à l'homéostasie de nombreuses fonctions de l'organisme, aux mécanismes de récompense et au contrôle du système endocrinien. Chacun des hémisphères du cortex cérébral, fine couche de tissu nerveux enveloppant les hémisphères, présente 4 zones géographiques, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. On se rappelle, lobe frontal derrière le front, lobe pariétal c'est un peu à l'arrière et au sommet, le lobe occipital tout derrière, et le lobe temporal c'est derrière les oreilles. De petites régions bien définies de ces organes des sens. Cependant, la plus grande partie du cortex, les zones associatives ne sont pas assignées à des fonctions spécifiques de ce genre et sont donc libres de traiter d'autres informations. Certaines zones du cerveau ont des fonctions spécifiques. Le cerveau divise son travail en opérations spécialisées et intègre ensuite les informations fournies par ses réseaux neuronaux. Ainsi, les émotions humaines, les pensées et les comportements résultent de la coordination étroite de nombreuses aires du cerveau. Le langage, par exemple, dépend d'une chaîne d'événements impliquant plusieurs régions du cerveau. Nos cerveaux divisés. Des observations cliniques ont révélé qu'il y a bien longtemps que l'hémisphère gauche était indispensable au langage. Les expériences réalisées chez des sujets aux hémisphères séparés ont permis de préciser nos connaissances des fonctions particulières de chacun des hémisphères. En testant séparément les deux hémisphères, les chercheurs ont confirmé que chez la plupart des gens, l'hémisphère gauche est le plus verbal, que l'hémisphère droit excelle dans les perceptions visuelles et la reconnaissance des émotions. Les études effectuées chez les sujets normaux, au cerveau intact, confirment que chaque hémisphère participe d'une façon qui lui est propre au fonctionnement intégré du cerveau. Termes et concepts à retenir. Psychologie biologique. Une branche de la psychologie traitant des liens entre la biologie et le comportement. Certains psychologues biologistes s'appellent eux-mêmes neurocomportementalistes, neuropsychologues, psychophysiologistes ou biopsychologues. Communication neuronale. Neurone. C'est une cellule nerveuse, l'élément de base du système nerveux. Dendrite. Prolongement d'un neurone en forme de ramification recevant les messages et conduisant l'influx nerveux jusqu'au corps cellulaire. Axone. Extension d'un neurone qui se termine par un bouquet de fibres ramifiées au travers desquelles des messages sont envoyés aux autres neurones, aux muscles ou aux glandes. Gaine de myéline. Couche de cellules enrichie en lipides et enroulée de façon segmentée autour des fibres de nombreux neurones. Cette couche permet de transmettre les influx nerveux à des vitesses beaucoup plus importantes. Potentiel d'action. Un influx nerveux, une brève décharge électrique qui se propage le long de l'axone. Le potentiel d'action est généré par les entrées et sorties successives d'atomes chargés positivement à travers des canaux de la membrane axonale. Seuil. Niveau de stimulation nécessaire pour déclencher un influx nerveux. Synapse. Jonction entre l'extrémité de l'axone du neurone émetteur et la dendrite ou le corps cellulaire du neurone receveur. La fente étroite existant au niveau de cette jonction est appelée fente synaptique. Neuromédiateur. Messager chimique qui traverse la fente synaptique entre des neurones. Lorsqu'ils sont libérés par les neurones émetteurs, les neuromédiateurs diffusent à travers la synapse et s'associent à des récepteurs situés sur les neurones receveurs, où ils vont influencer le déclenchement d'un flux nerveux. Acétylcholine. Neuromédiateur qui compte parmi ses fonctions celle de déclencher la contraction musculaire. Endorphine. Morphine endogène. Neuromédiateur naturel, analogue aux opiacés et qui sont associés au contrôle de la douleur et du plaisir. Maintenant, on parle du système nerveux hormonal. Qu'est-ce qu'un système nerveux ? Le système de communication électrochimique rapide de l'organisme, formé de l'ensemble des cellules nerveuses, des systèmes nerveux central et périphériques. Système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Voilà. Système nerveux périphérique.
Neurone connectant le système nerveux central au reste de l'organisme. Il est formé des neurones sensitifs qui transportent les messages émis par les récepteurs sensoriels de l'organisme vers le système nerveux central, et des neurones moteurs qui convoient les messages du système nerveux central vers les muscles et les glandes. Nerfs, câbles nerveux contenant de multiples axones. Ces faisceaux d'axones qui font partie du système nerveux périphérique connectent le système nerveux central aux muscles, aux glandes et aux organes des sens. Neurones sensitifs. Neurones transportant l'information des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central. Interneurones. Neurones du système nerveux central qui interviennent directement entre les influx sensoriels entrants et les influx moteurs sortants. Neurones moteurs. Neurones transportant l'information provenant du système nerveux central vers les muscles et les glandes. Système nerveux squelettique. Partie du système nerveux périphérique contrôlant les muscles squelettiques. Système nerveux autonome. Partie du système nerveux périphérique contrôlant les glandes et les muscles des organes internes, tels que le cœur. Sa partie sympathique stimule, la partie parasympathique calme. Système nerveux sympathique, partie du système nerveux autonome impliqué dans l'éveil de l'organisme, mobilisant son énergie dans les situations stressantes. Système nerveux parasympathique, partie du système nerveux autonome qui apaise l'organisme et épargne son énergie. Réflexe, une réponse innée, simple et automatique à un stimulus sensoriel, par exemple la réflexion rotulienne. Réseau neuronal, cellules neuronales interconnectées. Avec l'expérience, les réseaux permettent l'apprentissage lorsqu'un phénomène de rétrocontrôle renforce ou inhibe les connexions produisant un résultat donné. Les simulations sur ordinateur de réseaux neuronaux montrent une capacité d'apprentissage semblable. Système endocrinien, système de communication chimique lente de l'organisme. Un ensemble de glandes qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Hormones, messagers chimiques essentiellement fabriqués par les glandes endocrines, synthétisés par un tissu puis transportés dans le sang pour agir sur d'autres tissus. Et glandes surrénales, paire de glandes endocrines situées juste au-dessous du rein. Surrénale. Les surrénales sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline, j'ai du mal avec ce mot, noradrénaline, qui participe à l'éveil de l'organisme en situation de stress. Et l'hypophyse, donc sous la physe, c'est marrant ça, la glande la plus influente du système endocrinien, sous le contrôle de l'hypothalamus, voilà. L'hypophyse régule la croissance et contrôle les autres glandes endocrines. Le cerveau, maintenant. Lésion, destruction d'un tissu. Une lésion cérébrale est une destruction naturelle ou expérimentale du tissu cérébral. Électroencéphalogramme, l'enregistrement amplifié des ondes d'activité électrique qui se propagent à la surface du cerveau. Ces ondes sont mesurées en plaçant des électrodes sur le scalp. Tomographie axiale contrôlée par ordinateur, scanner. Série de photographies au rayon X prises sous différents angles et combinées par ordinateur pour reconstituer une image en 3 dimensions d'une coupe de l'organisme. TEP, tomographie par émission de position. Mise en évidence visuelle de l'activité du cerveau permettant par exemple de suivre le devenir d'une forme radioactive du glucose au moment où le cerveau accomplit une tâche donnée. IRM, imagerie par résonance magnétique. Technique utilisant des champs magnétiques et des ondes radio pour produire des images, contrôlées par ordinateur, permettant de distinguer entre plusieurs types de tissus mous. Cette technique permet de voir les structures à l'intérieur du cerveau. Tronc cérébral, la partie la plus ancienne et profonde du cerveau. Commençant au niveau où la moelle s'élargit en pénétrant dans le crâne, il est responsable des fonctions automatiques de survie. Bulbe rachidien, base du tronc cérébral qui contrôle la respiration et les battements du cœur. Formation réticulée, un réseau de nerfs dans le tronc cérébral, jouant un rôle important dans le contrôle de l'éveil cortical. Arousal. Le thalamus, répartiteur sensoriel du cerveau situé au sommet du tronc cérébral. Il dirige les messages vers les aires sensorielles réceptrices du cortex et transmet les réponses au cervelet et au bulbe rachidien. Le cervelet, structure placée à l'arrière du tronc cérébral. Il contribue à la coordination des mouvements volontaires et de l'équilibre. Le système limbique, ensemble de structures neuronales en forme d'anneau situées à la limite du tronc cérébral et des hémisphères cérébraux, associés aux émotions telles que la peur ou l'agression et aux motivations comme la faim ou le désir sexuel. Amygdale, 2 centres nerveux du système limbique en forme d'amande impliqués dans les émotions. Hypothalamus, une structure neuronale située sous le thalamus. Il gouverne différentes activités d'entretien, manger, boire, température du corps, contribue à la régulation du système endocrinien par l'intermédiaire de l'hypophyse
et est impliqué dans les émotions. Cortex cérébral, tissu formé de neurones imbriqués et interconnectés qui recouvrent les hémisphères cérébraux. Il constitue l'ultime centre de contrôle et de traitement des informations de l'organisme. Lobes frontaux, portion du cortex cérébral située juste derrière le front, impliquée dans la parole et les mouvements des muscles, mais aussi dans l'élaboration de plans de jugement. Lobes pariétaux, portion du corps cérébral située au sommet du crâne vers l'arrière, comprenant le cortex sensoriel. Lobes occipitaux, portion du cortex cérébral située à l'arrière de la tête, comprenant les aires visuelles dont chacune reçoit des informations visuelles du champ visuel opposé. Contrôle latéral. Lobes temporaux, portion du cortex cérébral située au niveau des tempes et comprenant les aires auditives, dont chacune reçoit principalement des informations provenant de l'oreille opposée. Cortex moteur, une zone située à l'arrière des lobes frontaux et qui contrôle les mouvements volontaires. Cortex sensoriel, une zone en avant des lobes pariétaux qui enregistre et traite les sensations éprouvées par l'organisme. Les aires associatives, aires du cortex cérébral qui ne sont pas impliquées dans des fonctions motrices ou sensorielles primaires. Elles sont plutôt impliquées dans des fonctions mentales supérieures, telles que l'apprentissage, la mémoire, la pensée et la parole. L'aphasie, trouble du langage causé en général par une lésion de l'hémisphère gauche au niveau de l'aire de Broca, perturbant le langage, ou l'aire de Wernicke, altérant la compréhension. Aire de Broca, zone du lobe frontal gauche qui contrôle les mouvements musculaires impliqués dans le langage. Aire de Wernicke, zone du lobe temporal gauche, participant à la compréhension du langage. Corps calleux, le plus important faisceau de fibres axonales, connectant et transportant les messages entre les deux hémisphères. Cerveau séparé, split brain, situation au cours de laquelle les deux hémisphères du cerveau sont isolés, après coupure des fibres qui les relient entre eux, essentiellement celles du corps calleux. Exercice de réflexion critique, et puis on aura fini. Maintenant que vous avez lu et revu le chapitre 2, vous pouvez pousser votre apprentissage un peu plus loin en testant votre capacité de réflexion critique grâce à cet exercice sur les modes de reconnaissance. Jouer d'un instrument de musique est une opération complexe qui implique chacun des aspects majeurs du comportement et de la connaissance. Les bons musiciens doivent déjà avoir développé leur capacité motrice fine. Par ailleurs, de nombreux aspects de la pensée entrent en jeu, comprenant en particulier la mémoire, de la façon de jouer, de l'instrument, des gammes et des indications de tempo, ainsi que la prise de décision nécessaire à la traduction en son de notes de la partition. Les motivations de l'émotion du musicien sont également importantes et influencent de nombreux aspects de l'interprétation musicale. Dans cet exercice, vous allez construire une carte montrant comment différentes parties du cerveau permettent au musicien de jouer un morceau de musique, en utilisant la grille ci-contre, identifier 3 structures cérébrales de niveau inférieur et 3 structures de niveau supérieur, et décrivez ensuite comment chacune de ces structures intervient dans l'interprétation musicale. Voilà. Vous pouvez vous amuser à le faire. Et moi, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que j'ai déjà beaucoup lu. Nous sommes à 1 heure de lecture. Nous avons fini le chapitre 2. Cette fin de chapitre 2 avec le résumé était particulièrement dense parce que tout ce qui est biologique est généralement assez dense, notamment avec tout le vocabulaire et les gestes associés à ceci. Et donc, nous sommes arrivés au début du chapitre 3 qui traitera du développement de l'enfant. Mais ceci, je le garde pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ma petite lionne, je pense très fort à toi. À bientôt.